comme le favori du Tour de France 2001. Le miracle est toujours en marche. Depuis sa guérison, il s'est marié et a eu cet enfant, Luke, il y a 2 ans, grâce à l'insémination artificielle et au sperme congelé. Pour l'heure, le climat d'affaires et de suspicion qui se développe autour de lui n'a rien changé. Lance Armstrong reste une star et son histoire est un formidable support pour les campagnes de pub de ses sponsors. Tous les amoureux du sport et de contes de fées espèrent seulement que ce qu'ils entendent dans ce spot soit confirmé par la justice et ses enquêtes. Tout le monde veut savoir à quoi je marche. À quoi je marche? Eh bien, je m'entraîne sur mon vélo 6 heures par jour. Voilà à quoi je marche. Patrick Chen, vous êtes le commentateur vedette du Tour de France. Ça fait plus de 20 ans que vous travaillez sur ce tour, 11 ans que vous le commentez. Vous avez donc une certaine habitude, vous avez l'œil bien aiguisé. À votre avis, aujourd'hui, est-ce qu'un cycliste non dopé peut gagner le Tour de France? C'est la vraie question. C'est la vraie question. Et en entendant ce reportage, je me disais que lorsque hier, l'entraîneur regardait les images et diagnostiquait, alors scientifiquement ou pas, que ce n'était pas possible, je pense que c'est une des voies pour lutter contre le dopage, que des scientifiques indépendants déterminent on peut ou non faire 3500 km, on peut ou non gravir 3 cols, 5 cols dans la journée, on peut ou non courir à 54 km/h dans un contre-la-montre. Si scientifiquement déjà on va prouver que ce n'est pas possible sans un apport illégal et interdit, à ce moment-là ça va déjà poser le problème. Alors quand Lance Armstrong dit il n'y a rien de prouvé, il n'y a pas de dopage, bon, ben ça j'allais dire c'est la règle légale. Vous n'avez pas de preuve, vous ne pouvez pas dire que Lance Armstrong est dopé. Mais il y a aussi des sensations. Donc si les scientifiques déjà aident en disant, déjà nous si on sait qu'avec, s'il n'y a pas de vent favorable à 40 km/h, on ne peut pas courir à 54 sans un apport exogène, à ce moment-là, bah déjà ça peut poser le problème. Vous parlez des scientifiques, mais moi j'ai un peu tendance à m'en méfier des scientifiques. Quand on voit que le contrôle antidopage ne révèle absolument rien, alors que ces tumeurs produisaient une hormone prohibée par la liste des produits dopants. Ce que disait de Mondemar, c'est que ce n'était pas recherché ce jour-là. Et je pense que les contrôles UCI ne sont pas capables pour chaque analyse, chaque prise d'urine. Ouais. En fait, ça aurait dû être recherché, mais ça n'a pas été fait. Je pense qu'ils font peut-être des impasses. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais non, je ne vois pas. C'est léger quand même de faire des impasses. On recherche ce qui nous arrange et puis on fait le tri. Non. Je ne vois pas une volonté. Je ne vois pas une volonté institutionnelle de ne pas avoir le dopage. Je vois des négligences, je vois des méconnaissances. Vous, après avoir vu ce sujet, qu'est-ce que vous pensez d'Armstrong? Il est dopé ou pas? Alors, si je dis ici en tant que journaliste, Armstrong est dopé, je fais une faute d'abord journalistique, parce que je n'ai pas de preuves. En tant qu'amateur éclairé, on va dire. Je veux dire, quand il est revenu avec 10 kilos de moins, on a dit c'est trop. On entend un peu dans nos commentaires, on dit il est trop fort. Il est trop fort. Alors, on me dit avant il faisait 80 kilos, après il en faisait 70, ça aide à grimper. Ça soulève quand même des interrogations. Mais seulement des interrogations. S'il fallait 8 kilos de moins, il y a beaucoup qui se réoriginent, c'est sûr. Non, parce que la perte de poids qu'il a, c'est pas une perte de poids comme quand vous faites un régime, c'est un changement de morphologie. Alors est-ce que c'est dû à son cancer? Est-ce que c'est dû à un entraînement spécifique? Est-ce que c'est dû à une prise de produit? Comment voulez-vous qu'on vous réponde aujourd'hui? Roxana, vous en pensez quoi, vous? Moi, je serais plutôt tentée de dire il n'est pas dopé, tant qu'on ne va pas le trouver dopé, quoi. Tant que, effectivement... et je crois que c'est dommage de ne pas prêter plus attention, justement, aux erreurs de négligence dans les contrôles, puisque c'est ça, la seule arme qu'on détient contre le dopage, c'est ça, quoi. C'est les contrôles. On ne va pas se dire, ah bah oui, bah, ce jour-là, le mec s'est trompé, il n'a pas cherché la telle hormone, là, pour... je veux dire, c'est la seule arme qu'on a, c'est ça. Et c'est avec ça qu'il faut se battre contre le dopage. Et c'est la conscience personnelle et cette arme-là qui sont les contrôles antidopage. C'est les seules choses. C'est pas la peine de se battre avec des mots et essayer de juger, de dire oui, il s'est dopé. Moi, je crois qu'il s'est dopé. Moi, je crois qu'il s'est pas dopé. Qu'est-ce que vous pensez du traitement du dopage par les journalistes et par la presse en général? Vous faites quand même partie d'une discipline avec l'haltérophilie, avec l'athlétisme, le cyclisme, qui font partie des disciplines dans lesquelles il y a eu de graves problèmes de dopage. Donc vous êtes concerné. Ouais, mais moi je m'imagine quelqu'un qu'on accuse comme ça, mais il a qu'à dire quoi. Mais moi je suis prête à dire, vous venez, vous suivez avec moi sans me déranger évidemment dans mes trucs d'entraînement. Ouais. Mais vous regardez combien je m'entraîne, vous regardez déjà le temps que je passe à m'entraîner. Effectivement, il le dit, il passe 6 heures sur son vélo. Nous c'est pareil pour m'entraîner pour les Jeux Olympiques. Moi j'ai passé 6 heures et j'en connais chez moi à Mulhouse qui s'entraînent sans encore avoir de résultats, qui s'entraînent pratiquement 9 heures par jour, qui sont 9 heures par jour dans la piscine en train de s'entraîner.
Et à ce moment-là, quand vous suivez ça, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de journalistes qui diraient plus les choses. L'entraînement, c'est pas le seul critère. Richard Virenque aussi, il s'entraînait certainement énormément. Sûrement, mais peut-être que dans le cyclisme, il y a une différence il y a un trop gros écart entre ce qu'on leur demande de faire et ce qu'ils peuvent fournir effectivement comme effort. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à ceux qui s'étonnent de l'amélioration de vos performances? Vous avez gagné 2 secondes en 2 ans. Et parfois, ça fait couler. Les gens qui s'y intéressent de très près, ils se rendent compte que c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et là, aux Jeux Olympiques... 2 secondes, c'est pas mal quand même. Bah oui, mais bon, heureusement que j'ai progressé de 2 secondes avec tout ce que je me suis entraînée. Et en fait, je crois qu'il faut un des critères contre ça, une des preuves, vraiment, il faut regarder dans la longévité de la carrière de quelqu'un et voir si quelqu'un est capable de tenir. Et effectivement, vous savez, la progression en sport, elle se fait pas linéairement comme ça. C'est des passages où on progresse pas, où on stagne, et puis d'un coup, forcément, on progresse très vite. Et on progresse de beaucoup de secondes. Et si c'est à ce moment-là qu'on vous regarde, parce que forcément c'est à ce moment-là qu'on va vous regarder, parce que vous avez gagné quelque chose, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, ça fausse complètement la vision totale de ce qui est vraiment fait, quoi. Parce que nous, c'est une progression qui dure longtemps, et au moment où on stagne, il n'y a personne qui nous regarde, donc forcément on ne va pas venir nous demander est-ce que tu continues à t'entraîner pendant ce temps-là? D'accord. Mais au-delà du cas Armstrong, qu'est-ce que vous pensez étant donné qu'on arrive à faire une corrélation entre les produits dopants et le cancer, qu'est-ce que vous pensez des gens des athlètes en tout cas, qui risquent leur vie en prenant des produits dopants? Moi, c'est plutôt ça qui me ferait penser qu'il ne se dope pas, parce que si effectivement, lui, il peut avoir un soupçon personnel d'avoir vécu cette maladie tellement tragique, je pense pas, parce qu'on a quand même une conscience. Je veux dire, chacun est quand même responsable et conscient de ce qu'il fait. Et il devrait savoir que si ça lui est arrivé, et s'il peut soupçonner de lui-même que le cancer lui est arrivé à cause de ça, il ne va pas s'amuser à prendre des trucs, même à prendre le moindre risque. C'est comme ça que je pense, quoi. Je pense pas. Moi, si on me propose quelque chose et que je sais qu'il y a ma vie qui est en danger à cause de ça, ou que je risque d'être malade... Ça vous a alerté un peu là, depuis tous ces problèmes de dopage? Vous faites attention à ce qu'on vous prescrit ou à ce qu'on... C'est vrai qu'il faut être très responsable et regarder et être conscient de ce qu'on nous propose. Effectivement, pas prendre des choses comme c'était le cas peut-être dans des pays où on donnait des pilules et puis qu'il fallait juste prendre et pas regarder. C'est vrai que nous, on a la possibilité de juger. Et d'autant plus qu'ici en France, les athlètes sont assez âgés. Je veux dire, je crois que plus l'âge des sportifs reculera et plus ils seront en capacité de réfléchir et d'être responsables, et mieux ce sera, parce que c'est vrai que quand les sportifs sont jeunes, on peut peut-être leur donner n'importe quoi et qu'ils soient sujets à certaines influences. Patrick, on est à quelques jours du verdict du procès Festina. Richard Virenque est passé aux aveux. Il y a une information judiciaire qui est ouverte, on l'a vu dans le reportage, contre l'équipe de l'US Postals. Armstrong, coupable aujourd'hui, c'est la mort du Tour de France, c'est la mort du vélo. Est-ce que vous pensez un jour que le vélo pourrait se remettre d'une telle sanction, en tout cas, pourrait retrouver sa crédibilité? Non, ce serait un coup terrible. Mais néanmoins, c'est pas une nouveauté. Aujourd'hui, on semble découvrir... Alors, on parle du procès Festina, c'est bien, il faut que ces procès aient lieu. Mais on dit, tiens, pourquoi on ne parlait pas de dopage avant? Je trouve que c'est assez étonnant de dire ça. C'est peut-être parce qu'on ne s'intéressait pas au cyclisme, parce que des gens qui s'occupent aujourd'hui du dopage ne s'intéressaient pas à ce sport. Il y a une culture, et c'est là où quand les cyclistes disent « Ah, c'est toujours nous, on parle de nous », il y a une culture dopage dans le cyclisme. Albert Londres, je sais pas, c'est notre maître à tous les journalistes, qui écrit les forçats de la route dans les années 20. Il va sur le Tour, il revient de Cayenne où il a fait un papier sur les forçats, il découvre le Tour. Il fait un papier sur les frères Pélissier, je vous conseille de lire ça parce que c'est extraordinaire. Et il termine son papier en disant sur la table, il y a un petit pot, il demande à Pélissier ce que c'est. Pélissier lui dit c'est de la dynamite. Dans les années 20, les gars se dopaient avec de la strychnine ou je ne sais quoi. Le dopage fait partie intrinsèque du monde du cyclisme. Alors est-ce que c'est parce que les cyclistes... On ne peut pas accepter un truc pareil. Non, dans ces cas-là, c'est les gladiateurs et puis ils meurent dans l'arène, quoi. Mais exactement, c'est un problème de santé publique. Et pardon, mais moi je suis rentré à l'équipe, vous le rappeliez tout à l'heure, je suis rentré à l'équipe parce que Noël Codel, à l'époque, a remarqué un papier que j'avais fait au Progrès de Lyon. Ce papier, il s'appelait « Au bon temps des amphées ». Parce que les cyclistes étant, pardon, mais tricheurs, voulant tricher, à une époque, ils prenaient des amphétamines. Et j'avais fait un papier avec Geminiani qui disait nous, à l'époque, on prenait des amphées. Puis un jour, les gens sont venus leur dire les amphées, maintenant, on les trouve dans les contrôles. Donc, ils sont passés aux corticoïdes. Après, ils ont trouvé les corticoïdes. Ils sont passés aux anabolisants. Et après, ils ont trouvé les anabolisants et ils passent à l'EPO. Cette fois-ci, ils ne maîtrisent plus les incidences et les effets secondaires.
Et c'est ça qui est dramatique. C'est qu'un jour, on va ramasser des mômes au bord de la route parce qu'il y a un apprenti sorcier qui aura fait quelque chose, qui aura tenté un truc avec des molécules ou je ne sais quoi. Je pense qu'on préférerait tous ici s'extasier devant la victoire de Lance Armstrong sur le cancer et de ne pas s'apesantir sur les problèmes de santé publique et de dopage. On préférerait aussi. Notre troisième enquête de ce soir aborde les miracles de la science au service des grands blessés. Les chercheurs aujourd'hui sont capables de cultiver en éprouvette des cellules du corps humain, de fabriquer en somme des morceaux d'hommes en laboratoire. En France, la technique est interdite, on y craint des dérives et la triche qui permettrait à des apprentis sorciers de manipuler des pièces détachées humaines pour créer un homme encore plus performant. En attendant, des milliers de sportifs du monde entier ont déjà eu recours à ce procédé. De grands noms du football mondial sont murmurés. Cette technique, il est vrai, peut changer la vie de champion pour qui la blessure peut être dramatique et synonyme de fin de carrière. C'est un dossier ultra sensible que vous ouvre maintenant Laurent Ming dans un laboratoire ultra secret de Boston. Nous sommes à Boston, sur la côte est des États-Unis, à 300 km de New York. Ces universités prestigieuses, Harvard et le MIT, l'équivalent américain de Polytechnique, en font l'une des capitales mondiales de la recherche. C'est en plein cœur de l'immense campus, au bout d'une allée discrète, que se trouve un laboratoire unique au monde, à la pointe de la technologie médicale. Ce bâtiment placé sous haute surveillance, c'est celui de Genzyme. Sa spécialité, les cultures de cellules humaines. Cela s'appelle la thérapie cellulaire. C'est presque de la science-fiction. Pour y pénétrer, les règles de sécurité et d'hygiène sont draconiennes. 2 paires de gants, car à partir de cette pièce, tout doit être parfaitement stérile. À l'intérieur, une trentaine de biologistes capables de réaliser une véritable prouesse technique à la limite du clonage. Dans ces éprouvettes, ils peuvent refabriquer des morceaux de corps humain. Dans nos laboratoires, nous faisons pousser des cellules de cerveau, des cellules de peau, des cellules de cartilage et nous faisons pousser des cellules de cœur. Dans cette boîte, nous avons de la peau qui pousse ici depuis 7 jours. 7 jours? Oui, 7 jours, et elle est prête à être posée sur le patient. Cela paraît incroyable, mais voilà tout juste sorti du laboratoire, un morceau de peau humaine. Encore plus fort, des cellules de cœur fabriquées en éprouvette, celles-là ne sont pas encore sur le marché. Et pour finir, des neurones tout neufs, déjà en expérimentation dans quelques cliniques. Dans ce laboratoire et dans le futur, nous pourrons faire pousser n'importe quelle partie du corps humain. Voilà le véritable enjeu de la médecine du 3e millénaire. Guérir en remplaçant les organes malades comme de simples pièces détachées. Et évidemment, les champions américains suivent de très près l'avancée de ces recherches. Ici, les sports sont violents, les athlètes reçoivent des coups et poussent leur corps à la limite. La casse est importante. Pour le laboratoire, c'est un marché énorme. Football américain, basket ou hockey sur glace, depuis 4 ans, les champions américains font régulièrement appel à la thérapie cellulaire. Alors comment cet exploit scientifique est-il possible? Gary Dumoulin, responsable de la fabrication, nous emmène au début de la chaîne. Au départ, il suffit de prélever sur le patient ou le malade un échantillon de la partie du corps à refaire et de l'envoyer au laboratoire. C'est ici, dans cette pièce, que nous recevons tous les prélèvements. À l'arrivée, nous faisons une première inspection et nous les préparons pour les envoyer au laboratoire. Ce qui vient d'arriver là, c'est un morceau de cartilage prélevé sur le genou d'un blessé. Il est tout de suite envoyé au laboratoire et plongé dans ce liquide qui va le nourrir et permettre aux cellules de se multiplier. L'ensemble est placé dans ces grandes armoires bleues, qui sont en fait les incubateurs. Quelques jours plus tard, on récupère ainsi un cartilage tout neuf, encore liquide, mais qui deviendra solide une fois réimplanté. Facture pour le patient 70 000 francs, il faut avoir les moyens ou être bien assuré. Cela n'empêche pas le laboratoire d'être contacté par des malades du monde entier. Actuellement, nous faisons 2500 cultures par an. Et nous traitons des sportifs du monde entier, dans la plupart des pays d'Europe, du Japon à Israël et bien sûr dans tous les États-Unis. Pour Genzyme, le marché semble énorme.
avec toutefois un gros problème en Europe et surtout en France. L'utilisation de ces techniques chez les sportifs fait peur. Certains voient dans cette thérapie cellulaire le dopage de demain. Le débat déontologique est ouvert. Certains scientifiques craignent que cette biotechnologie crée des hommes bioniques. Il ne faudrait pas utiliser cette thérapie cellulaire avant que les gens ne soient blessés pour renforcer artificiellement, par exemple un genou, pour améliorer la tolérance à la charge de travail. Automatiquement, vous augmentez les matchs, vous augmentez les charges d'entraînement. C'est un début de robotisation, on peut dire, d'un individu. L'homme bidouillé pour être plus performant, on n'en est toutefois pas encore là. Pour l'heure, la thérapie cellulaire soigne seulement les éclopés. En Europe, quelques-uns de nos plus grands champions pourraient en avoir besoin. Chez les footballeurs, les genoux sont de très précieux outils de travail. Quand ils craquent, c'est toute une carrière qui peut être compromise. Vous vous souvenez de ces images de Ronaldo, foudroyé en plein effort? On peut dire que la carrière de Ronaldo est en danger à 23 ans. Cela fait maintenant plus d'1 an que la star brésilienne n'a pas joué au foot. Reviendra-t-il un jour? C'est la question que tout le monde se pose. Toujours à cause de son genou, on s'en souvient moins, mais Zidane, lui aussi, a dû s'arrêter après la Coupe du Monde. Pour moi, la saison est terminée. Je trouve qu'il reste un seul mois de... Zidane comme Ronaldo, les deux stars du ballon auront peut-être un jour besoin de la thérapie cellulaire. Marseille. Voilà peut-être le candidat idéal pour le laboratoire américain. Florian Maurice. Il était le buteur vedette de Marseille. Le chouchou du public. Il était l'un des grands espoirs du football français. L'équipe de France a même fait appel à lui et il a failli jouer le championnat d'Europe. Mais aujourd'hui, ces journalistes ne sont pas là pour ses derniers exploits. En mars dernier, c'est le coup dur. Opéré d'urgence du genou gauche, de rééducation en rechute, cela fait maintenant 9 mois qu'il n'a pas rejoué. La rumeur est alarmiste. La presse lui demande sans arrêt la date de son retour. Pas une cette reprise quand même. Je sais pas, ça va dépendre de quand je vais me remettre à courir la semaine prochaine, je pense. Aujourd'hui, sa vie est bien loin des terrains de foot. Quand son équipe s'entraîne, Florian, lui, n'est pas là. On le retrouve tout seul à l'intérieur, le plus souvent avec son kiné, pour remettre tant bien que mal son genou en place. Le problème de son genou, c'est qu'une partie du cartilage est partie. Sa jambe se plie difficilement et surtout, le moindre choc peut lui faire très mal. C'est dur, c'est long, car un cartilage cassé, ça ne se guérit pas. Le problème du cartilage, c'est que oui, il ne repousse pas, il n'y a pas de repousse de cartilage. Donc quand il y a une lésion de cartilage, le cartilage a disparu, à moins d'une greffe. Il n'y a pas de possibilité que le cartilage se reconstitue en étant vraiment du cartilage. Pour l'instant, pas question d'une greffe made in Boston. Reste la solution classique. Compenser la faiblesse du genou en musclant le reste de la jambe, en espérant que ça suffise. Pour Florian, c'est dur de garder le moral. Non, c'est pas drôle parce que on n'avance pas en fait. donc c'est pour ça que j'aime bien avoir du monde un petit peu autour. Cyril qui vient, qui me parle un peu parce que ça me change les idées parce que c'est un peu morose quoi. Pas facile, d'autant qu'à Marseille, on ne donne pas cher de sa peau. Au siège des supporters, les Yankees, le patron René Malville résume assez crûment ce que l'on pense du jeune attaquant dans les tribunes. Maintenant c'est fini, il a quelque chose qui va pas ou dans le genou, je sais pas trop où, et que ce machin, bon, il guérira, mais ce sera plus jamais comme avant. Pour moi, pour le football, il est fini. C'est difficile parce que c'est certainement pas le cas. Mais de l'entendre à la longueur de journée, c'est barbant, quoi. On va pas se permettre de garder les paralytiques, quand même. Moi, personnellement, je suis assez costaud psychologiquement pour faire face à ça, parce que je suis persuadé que je vais revenir. Reviendra ou reviendra pas. En fait, pour Maurice, le seul moyen de retrouver son genou, ce serait bien de lui refaire un cartilage tout neuf. À Boston, dans le laboratoire de Genzyme, le patron nous l'affirme, le cartilage, on maîtrise ça parfaitement.
Bien sûr que ça marche. Nous avons traité plus de 4000 patients du monde entier avec cette technique. Et d'après les informations dont nous disposons sur les patients qui ont été soignés, ils sont très contents dans 85% des cas. 85%, c'est parfaitement au point. Ça existe, ça marche, seulement voilà, la loi française est très claire sur ce point. L'importation et l'exportation de cellules et de produits de thérapie cellulaire n'est pas permise tant que les autorités françaises n'ont pas validé la technique. Et pourtant, au cours de notre visite, voilà ce que nous avons trouvé. S'il vous plaît, vous pouvez nous dire où part ce colis? Ce colis part en France. Surprenant, mais pas de doute, c'est écrit sur le colis. Il part en France, direction l'hôpital de Strasbourg. Le coursier l'amène à l'aéroport, où il sera mis dans le premier avion. C'est interdit et pourtant personne ne se cache. Nous avons retrouvé là-bas le responsable de ces expéditions. Voici Christian Girard, un Parisien. Il est le commercial de Genzyme en France. Et la loi, il la connaît pourtant très bien. Alors, le texte, il fait 20 pages. Donc et il dit quoi en substance? Il dit beaucoup de choses. Il dit qu'il est interdit d'importer ou d'exporter des cellules ou des tissus humains. En France? De France et en France. Donc vous enfreignez la loi? Nous n'enfreignons pas la loi dans la mesure... La loi dit c'est interdit et vous le faites quand même. Hein. Ça, c'est pas enfreindre la loi? On va parler de ça. Pas très clair et pour cause, sur la pression des patients et des médecins qui réclament ces traitements, il a obtenu un passe-droit discret des autorités françaises. Nous avons bien sûr suivi le colis jusqu'en France. Il arrive une dizaine d'heures plus tard à Strasbourg, où il est livré immédiatement au CHU. Le coursier chargé de la livraison n'a qu'une très vague idée de ce qu'il a dans les bras. Qu'est-ce que vous avez là-dedans? C'est des tissus de peau qui ont été faits en laboratoire. Non, ce n'est pas de la peau, mais bien du cartilage qui vient de parcourir 7000 km dans ce carton réfrigéré. Il sera greffé dans les heures qui viennent. Et cela par une des stars de la chirurgie en France. Voici le professeur Jaeger. Entre ses mains sont passés Zidane, Platini et des dizaines de grands champions. Avec lui, le docteur Pierre Hamon, le spécialiste français de ces greffes de cellules. Aujourd'hui sur la table d'opération, un footballeur amateur. On commence par lui nettoyer le genou. Voilà, là il y a un fragment de cartilage qui est parti, qui se promène dans l'articulation. Vous voyez ce qui est blanc nacré devant là? Oui, ça là. Tout ça c'est un bout de cartilage qui est totalement libre, qui me semble énorme, je ne sais pas comment je vais sortir d'ailleurs. Au bout de quelques minutes, le chirurgien va réussir à enlever le morceau de cartilage fracturé. Vous voyez la taille et l'importance, on voit très bien la surface, hein. Donc il s'agit véritablement d'une fracture puisque le cartilage est encore parfaitement respecté. Voici le nouveau cartilage refabriqué à Boston. Il est encore liquide et c'est donc avec cette seringue qu'il est injecté dans le genou. Une fois posé, il va durcir naturellement autour de l'os. La suspension cellulaire et qui est injectée progressivement à l'intérieur. Alors quels sont les sportifs français qui ont déjà bénéficié de la thérapie? La réponse du professeur Jaeger est assez surprenante. Il n'y a pas de grosses vedettes comme vous voudriez. Non, il n'y a pas. Nous n'avons pas, et je crois savoir que l'équipe Bahuot non plus n'a pas eu à traiter pour l'instant de fracture chondrale chez des gens au très haut niveau. Vous avez bien entendu, aucune vedette n'aurait profité du traitement. Pourtant, au cours de notre enquête, nous avons eu la certitude que plusieurs champions français en avaient bénéficié. En insistant beaucoup, le docteur Hamon fait une entorse à la version officielle. Plusieurs sportifs de premier plan français ont été traités selon cette technique, soit en France, soit par des équipes européennes.
Et ce sont des sportifs professionnels? Professionnels de tout premier plan national et international. Alors pourquoi les chirurgiens hésitent tant à reconnaître que des champions sont passés entre leurs mains? Le secret médical n'explique pas tout. Les sportifs ne veulent pas qu'on sache qu'ils ont été opérés. La suite de leur carrière en dépend. Mais je pense que quelqu'un qui est en activité, un problème cartilagineux, c'est sa valeur marchande qui diminue. C'est-à-dire que ce patient sportif, eh bien, peut très bien ne plus voir de club s'intéresser à lui. Alors donc, ça, il ne tient pas du tout à dévoiler, puisque tout le monde sait, justement, qu'une fracture cartilagineuse, c'est quand même quelque chose de sévère dans la vie d'un sportif. Le sujet est tabou, et pourtant, vous allez le voir, la thérapie cellulaire fait déjà bien partie de la vie du foot français. Nous sommes à Nancy. Le Palais des Congrès accueille aujourd'hui les médecins des clubs professionnels pour leur réunion annuelle. En fait, c'est une véritable foire aux remèdes miracles. Des dizaines de laboratoires sont présents et il y en a pour tous les goûts. C'est impossible, c'est impossible. Dans la salle de conférence, les médecins des clubs sont venus s'informer sur les dernières techniques de soins pour leurs footballeurs. Le laboratoire doit s'assurer que ce soit bien des chondrocytes. On y retrouve justement le docteur Ramon, venu faire la promotion de la thérapie cellulaire. Je vous présenterai ici donc les résultats de l'utilisation d'une nouvelle technique de traitement des lésions des surfaces cartilagineuses par autogreffe de chondrocytes. C'est un vrai succès. Le stand le plus visité, c'est celui de Genzyme. On y retrouve bien sûr Christian Girard, qui déploie tout son bagou de commercial. C'est 4 cm sur 5, vous voyez. Donc on a une technique qui fonctionne parfaitement. Il reçoit même la visite du docteur Ferret, médecin de l'équipe de France. Voilà les 3 équipes avec lesquelles... Il est intéressé, c'est clair, mais officiellement, évidemment, ce n'est pas pour l'équipe de France. Non, actuellement, tant mieux, Dieu merci, on n'est pas l'utilité pour eux, mais on a l'utilité dans nos clientèles, on a toujours beaucoup de sportifs qui ne sont plus au plus haut niveau ou qui ne sont pas arrivés parce qu'ils ont eu ce type de problème. Nous verrons si M. Ferret nous adresse et adresse à nos chirurgiens quelques joueurs. C'est possible. C'est possible. Mais... chut. Pour appâter les clients, Christian Girard a sa botte secrète. Sur son stand, il a la vidéo d'un match du championnat d'Europe. À quel point Sur le terrain, un footballeur international opéré grâce à la thérapie cellulaire. Il est le premier champion à accepter d'en parler publiquement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le commercial n'en est pas peu fier. Et voilà la performance. C'est le goal de l'équipe de Norvège qui, au final, a subi une intervention à l'âge de 21 ans. Vous voyez le résultat, c'est quelqu'un qui joue, qui fait la Coupe du Monde et qui fait l'Euro 2000. Donc, un grand succès. Attiré par la démonstration, le staff médical de Marseille, ceux qui s'occupent de Florian Maurice. Ouais. Ils sont très intéressés, mais ce qui les embête, ce n'est pas le dopage ou l'interdiction, mais la durée de la rééducation après la greffe. 1 an. Voilà. Après, combien de temps avant que la greffe prenne? Alors, il y a une mobilisation de combien de temps? Vous parlez d'un joueur de football professionnel? Ouais. 1 an. Et visiblement, 1 an d'arrêt, c'est trop long. Pas question de payer une star 1 an à ne rien faire. C'est clair, pour parler très directement. Une solution provisoire qui va tenir jusqu'au mercato pour le vendre. Je comprends. Non mais je comprends cette logique, mais bon, on n'est pas dans la bonne logique. Éthiquement et pour l'individu lui-même, parce que si ça se trouve, on va raccourcir sa carrière. C'est sûr. Drôle de conception de la médecine où l'on préfère se débarrasser des joueurs plutôt que de les soigner. Mais le médecin de Marseille persiste et signe. Merci pour votre visite. Allez expliquer à un président du club qui a fait son recrutement qu'un de ses joueurs, il va le garder pendant 1 an à l'infirmerie. Il va dire non, écoute, on attend 6 mois, il joue encore un peu, puis on essaye de le passer à notre équipe. Et le joueur, c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Retour à Marseille. Dans la salle de soins, quand on rapporte ses propos à Florian Maurice, en présence du kiné qui était à Nancy, tout le monde prend ça à la rigolade, mais la gêne est évidente. T'as dit ça, toi? Oh là là. Moi j'ai dit ça? Je l'ai pas dit fort.
dire ça, rien soit possible. Oui, mais on l'a entendu. Alors, Florian Maurice sera-t-il un jour soigné grâce à la thérapie cellulaire? On vient de le voir, pour son club, ce n'est pas la priorité. Quelques jours plus tard, les dirigeants de l'OM engageaient un nouveau buteur pour le remplacer, la star africaine, Georges Weah. Roxana, vous n'avez jamais subi ce genre de blessure qui vous met à l'écart d'une compétition pendant un bon moment? En natation, on a la chance de pratiquer un sport qui n'est pas du tout traumatisant, à part quelques tendinites aux épaules ou mal à la tête si on se prend le mur à l'arrivée, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Si jamais vous aviez, je touche du bois, hein, un accident, un genou abîmé par exemple, un accident de voiture, si vous aviez un genou abîmé, est-ce que vous auriez recours, vous, à la thérapie cellulaire? En tant que personne hors sportive, bien sûr, je vois un intérêt tout à fait dans l'application de cette technique. Maintenant, je crois que dans le domaine du sport, ça devient un peu plus complexe, là. Patrick Chen, lorsqu'on voit ces médecins du sport qui butent un peu devant la durée beaucoup trop longue de convalescence d'un sportif, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu le revers du sport business? Bien évidemment, et ils ont l'honnêteté de le dire. D'ailleurs, je suis assez surpris d'entendre des choses aussi directes. On leur rend hommage pour cette honnêteté devant une caméra, parce que ça, c'est quand même assez rare. Puis, surtout, ça se passe comme ça dans tous les clubs. Hein. Eux, ils ont l'honnêteté, le courage de le dire devant une caméra. Non, c'est tout le problème des pathologies liées au sport de haut niveau. C'est-à-dire que vous avez une tendinite, et bien le seul remède pour une tendinite, c'est le repos, c'est l'arrêt. Eh bien, un sportif de haut niveau, son club, parce qu'il y a de la pression, parce qu'il y a des enjeux, parce qu'il y a des télévisions, parce qu'il y a de l'argent, eh bien, le club dit on ne va pas le faire arrêter 3 mois, donc on va faire des infiltrations de corticoïdes ou je ne sais quoi. C'est le problème des pathologies des sportifs de haut niveau qui ne sont pas soumis au même rythme que nous. Nous, on va avoir mal à l'épaule, on va tricher un petit peu, on va utiliser notre main autrement. Un volleyeur qui a mal à l'épaule, lui, on va lui faire des infiltrations et on va faire des thérapies différentes pour les sportifs de haut niveau. Ils n'ont pas le temps, parce qu'il y a une pression, c'est le thème de votre émission, ils n'ont pas le temps de s'arrêter, de se soigner. Et quand vous entendez qu'on dit, non, Florian Maurice, on va pas s'amuser à le payer pendant 1 an en se disant qu'un jour ça ira peut-être mieux, on va essayer de le bricoler et de le revendre au mercato, ça fait un petit peu peur. Mais enfin, c'est aussi le sport business dans lequel le sport s'est lancé depuis des années. Mais vous trouvez qu'il y a un risque de dérive? Parce que pour l'instant, ce qu'on voit dans le sujet, c'est que ce sont des perspectives quand même assez positives. Oui, moi je crains un risque de dérive. Roxana disait très justement qu'en tant qu'individu, elle pourrait avoir recours à ces techniques. Mais en tant que sportif, moi j'aimerais bien que les sportifs fassent des beaux vieux. Parce que c'est vrai que l'image du sport, c'est aussi quand même la santé, etc. Et si aujourd'hui, pour faire du sport de haut niveau, on est sûr qu'à 40, 45 ans, on va faire un vilain vieux, enfin vieux du sport, ça pose des vrais problèmes. Toujours pareil, dans cette émission, on le disait tout à l'heure, des problèmes de santé publique. Est-ce que pour gagner de l'argent, pour avoir un titre, ça justifie de boiter toute sa vie à partir de 45 ans ou d'avoir... Parce qu'il y a des pathologies qu'on soigne aussi en faisant une intervention et on sait qu'on pourra en faire une prothèse. Et si elle pète, c'est fini. On prend le risque de la faire pour continuer la carrière sportive et puis ensuite, il n'y a plus de limite et il n'y a plus d'avenir. Merci Patrick. Alors pour refermer ce numéro de fin d'année de Hors Stade, spécial champion sous pression, un petit peu de pression positive maintenant. On s'est fait un petit plaisir, bien franco-franchouillard. Vous savez que les footballeurs français étaient, après leur titre de champion du monde, mis au défi de gagner le championnat d'Europe, l'Euro 2000. Paris gagné en juillet, voici maintenant une petite dizaine de minutes à voir et à entendre les derniers adversaires des Bleus souffrir et se lamenter face aux exploits des Zidane, Trezeguet et Wiltord. Vous avez suivi le foot, Roxana? J'ai suivi la finale. La finale contre l'Italie. Patrick, vous ne posez même pas la question. Vous étiez là-bas Oui. J'étais encore dans mon ancien métier, donc j'étais là-bas. Là, c'est une petite note sympathique. Côté portugais et italien, vous allez voir, les défaites sur le fil ont plongé le pays dans la déprime. Hors Stade vous propose de revivre les meilleurs moments, pour nous bien sûr, des 2 derniers matchs de la compétition en version originale. Les Français vus par les commentateurs portugais et italiens dans le rôle de briseurs de rêve. C'est un peu cruel, mais enfin ça fait toujours plaisir à revoir. Sujet Luc Labose et Stéphane Marcouir. « 2 juillet 2000 au Kuipstadion de Rotterdam. La France chavire une nouvelle fois avec les Bleus. La bande à Deschamps remporte le championnat d'Europe 2 ans après la Coupe du Monde. Les joueurs exultent. I Will Survive est à nouveau le tube de ce début d'été. Ça y est à Paris, c'est parti. Ah oui, oui. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Très honnêtement, on ne croyait peut-être pas revoir cette image si vite.
Et voilà, à nouveau les Champs-Élysées noirs demandent et la liesse qui va durer toute la nuit. Côté transalpin, le contraste est terrible. Pour les adversaires des Bleus, l'Euro aura été moins gai. Les Italiens, comme les Portugais avant eux en demi-finale, ont tous vu de vilains Français briser leur rêve de victoire. Regard en négatif sur les 2 derniers matchs de l'Euro avec les Bleus dans le rôle des méchants. Les affaires très sérieuses commencent le 28 juin au stade Baudouin de Bruxelles avec la demi-finale. Le Portugal se dresse face à la France après avoir survolé ses premiers matchs. Mais quand les commentateurs portugais prennent l'antenne, on sent chez eux une certaine inquiétude devant les stars françaises. Boa tarde, então, em direto do estádio Rei Balduino, equipa de França, com todos os seus grandes jogadores plenamente aptos para o encontro desta noite. Aliás, tal como a equipa portuguesa, aqui está Zinedine Zidane. C'est vrai que la France était considérée comme la plus grande favorite au titre. C'est vrai. Mais je pense que le Portugal, quand ils arrivent en demi-finale, ils se sont dit, tout le monde a cru qu'effectivement on allait en finale. Pour la première fois de l'histoire du football portugais, on pouvait aller en finale. Il a gagné. Et en effet, les choses commencent plutôt bien pour le clan portugais. Comme en Amérique du Sud, la tradition veut que les Thierry Roland locaux célèbrent comme il se doit un but des leurs. Écoutez ce que ça donne quand le Portugal ouvre le score, un peu contre le cours du jeu. Sérgio Conceição. Ainda Sérgio Conceição, a bola a chegar até Nuno Gomes, o remate, golo! É o golo de Portugal! Nuno Gomes faz golo fantástico aqui no Rei Balduino e coloca Portugal a vencer por 1-0. Ainda Lisa arrasou. En revanche, comme partout ailleurs, quand l'adversaire égalise, le ton du commentateur portugais se fait beaucoup plus neutre. Vous allez aussi entendre qu'à Lisbonne, on affirme qu'Anelka est hors jeu quand il fait sa passe au buteur Thierry Henry. Anelka. Ainda Anelka a colocar em Henry, o remate, o golo! É o gol da França! Surge o empate por Thierry Henry. Alguns protestos de jogadores portugueses alegando ali fora de jogo de Anelka. Qu'a lancé Nicolas Anelka, pas de hors-jeu signalé, il va pouvoir se retourner. Aïe! Égalisation de Thierry Henry. Alors Anelka, hors-jeu avant de recevoir le ballon et de faire la passe, c'est limite. Mais sur ces images, vous pouvez voir que les Portugais ont eu tort de protester. L'attaquant parisien n'était pas hors jeu, le but français est bien valable. Enfin, quand le match bascule avec un pénalty français dans les dernières minutes, au Portugal, c'est d'abord l'incompréhension. Trezeguet a entrar com muito perigo, Bahia. Ainda Will Torre e a bola na rede lateral. A pertencer, creio que, a Portugal. Há ali uma situação que o auxiliar chama Gunter Benko. Bom, esperemos que o fiscal de linha não vá chamar o árbitro. L'arbitre assistant qui réclame l'arbitre. L'arbitre assistant qui réclame Monsieur Benko. Et il y a peut-être penalty. Il y a penalty. Alors que va faire Monsieur Benko? Non, attendez, oui, il y a penalty. Oui, il y a penalty. Penalty pour l'équipe de France. C'est une catastrophe pour le Portugal. C'est ensuite l'abattement côté portugais, mais aussi le fair play. Avec le ralenti, le journaliste reconnaît en toute bonne foi que son défenseur a bien fait une main sur le tir de Wiltord. E a bola surge ali. Aqui talvez uma melhor visão. Bola a bater realmente ali na mão de Abel Xavier. E creio que Gunter Benko vai mesmo assinalar grande penalidade contra Portugal. On s'est dit, c'est pas possible. C'est pas possible à 3 minutes de la fin, c'est pas possible qu'on arrive. Mais c'est le foot, c'est ça, hein? C'est ça la passion du foot. Et c'est vrai que j'ai pensé que Zizou allait rater le penalty aussi. Zidane, frente a frente a Vítor Bahia. Pode ser golo que qualifica a França para a final. Lá vai Zidane a partir para a bola, a tirar o golo.
A França está na final e é a festa dos gauleses aqui em Bruxelas perante os muitos e muitos protestos realmente. Cartão vermelho a surgir ali para um jogador português que não se identifica e o auxiliar de Gunter Benko ali a ser rodeado por quase toda a gente do Banco do Portugal. É de facto um final triste para uma meia-final que foi disputada ao seu mais alto nível. Un penalty de la mort, une fin très triste, mais le Portugal ne doit pas pleurer, titre le lendemain à sa une le quotidien Abola. Ses joueurs ont tout donné, mais la France a su provoquer sa victoire. C'est vrai qu'elle a eu beaucoup de chance, mais elle a su chercher la chance aussi. Parce que c'est ça, les grandes équipes, et elles cherchent toujours quelque chose. Alors elle a cherché, elle a gagné. Je pense que c'était mérité. Et tout ça nous ramène donc à cette fameuse soirée du 2 juillet à Rotterdam, avec les Italiens comme dernier obstacle à la marche en avant de Zidane et des siens. Ici, pas besoin de faire les présentations entre les joueurs des deux pays. Les joueurs italiens vont jouer contre des adversaires qu'ils connaissent très bien, pour les avoir comme compagnons de jeu dans une même équipe ou pour les avoir dans le même championnat. Et de toute façon, vont avoir affaire à des adversaires qu'ils connaissent et qu'ils respectent. Et comme pour les Portugais, tout commence bien pour l'Italie. En début de seconde mi-temps, le commentateur transalpin peut s'enflammer devant la belle combinaison des joueurs de la squadra azzurra. La protegge, colpo di tacco splendido a favore del Pessato, parte il cross, gol! Gol da parte di Del Vecchio, grande azione dell'Italia sulla destra, Italia in vantaggio al 10° del secondo tempo. Pessotto et but de Del Vecchio à la reprise de ce centre. Del Vecchio tout seul ouvre la marque. Et l'Italie mène 1-0. Alors là, ça va compliquer sérieusement la tâche des tricolores. Reste à savoir s'ils vont pouvoir forcer ce coffre-fort qu'est l'équipe italienne. Moi, j'avais pensé, comme tous les autres, mais peut-être pas les Français, mais aussi les Français pensaient que le match était joué. Et j'ai pensé que l'Italie avait gagné cette finale. 44 minuti, 30 secondi. Commencent alors les longues minutes d'attente pour les supporters italiens. La coupe semble gagnée, mais les journalistes ne veulent pas crier victoire trop tôt. Non dico niente, però se va come dico io, dopo cantiamo insieme, Andrea, una canzone che ti do io l'aria. Dopo canti. Si l'équipe de France veut égaliser, c'est le moment, c'est l'instant. De Sailly. L'une des dernières attaques pour l'équipe de France. Allez, on ne sait jamais. Alors que l'on voit les remplaçants italiens, bras dessus, bras dessous. Elle est forte, ouais, elle est trop forte. 46 minuti, 55 secondi, mancano 2 minuti al fischio finale. È sicuro che non ti va piano quell'orologio, Bruno? Va piano, Andrea. Barthez, 48 minutes, c'est la dernière. Et c'est la bonne, l'Italie cède, ambiance de drame national aux commentaires. Di testa in profondità, attenzione, Vincent, tiro e pareggio di Vincent, pareggia 1-1, Bessa. Tra l'altro sembrava che non avessero neanche più tanta energia da buttare sul campo, hanno trovato questa occasione così, su una palla buttata lunga, un vero peccato. Fiore Toldo, ma non può trattenere. Wiltor. Et but à la dernière seconde. Wiltor qui égalise à la toute dernière seconde. Et là, lorsqu'il a marqué, les Italiens même qui étaient prêts à sortir dans la rue avec l'asti spumante ou le champagne déjà presque débouchonné, ils se sont dit c'est fini, parce que les Italiens étaient très fatigués et surtout psychologiquement dans leur tête ils savaient gagner, donc ces buts revenaient mettre tout en question et ils n'avaient
pratiquement plus la force de réagir. Et le coup de grâce infligé par Trezeguet est en effet accueilli avec beaucoup de fatalisme. Quand il survient, l'Italie et son commentateur ont déjà perdu toutes leurs illusions. Pires, attenzione, va verso il fondo, Pires, pericolo, parte il cross, Vittor, gol! La Francia è campione d'Europa. Trezeguet ha segnato il 2-1 per la Francia. Centre en retrait. Et but! Trezeguet! Le but en or! Abbiamo cullato a lungo il sogno, l'illusione di conquistare il titolo europeo, che era la nostra portata. La disperazione, la delusione dei nostri giocatori, l'esultanza dei francesi. Niente da dire sulla fattezza di questo gol, perfetto tecnicamente, però l'amarezza resta. Si è parlato molto della nostra fortuna, ma anche chi vince queste competizioni ha spesso la fortuna dalla sua, come la Francia ha dimostrato in diverse occasioni, sia con la Spagna che col Portogallo che oggi con noi. Les hasards n'existent pas. Les Italiens, un bon connaisseur du football, ils savent que la France si elle est arrivée à obtenir ces deux titres, ce n'est pas tout à fait par hasard. La festa finale della Francia, campione d'Europa. È una festa che avremmo voluto fosse nostra, è una festa che dobbiamo accettare da parte dei francesi, ai quali vanno le nostre congratulazioni. Là, vous avez vu, ils sont fair play quand même, hein, nos adversaires italiens, et il faut leur rendre hommage là-dessus. Roxana, vous m'avez dit juste au moment où je lançais le sujet que vous aviez assisté à cette finale devant votre poste de télévision. S'il vous plaît, faites-moi un petit plaisir, mimez-nous votre réaction quand Trezeguet a marqué. Vous avez fait quoi? Bah, à la limite, c'est pas celle-là qui m'a le plus... Alors l'autre, voilà, celle qui vous a le plus. C'était celle-là. C'était quand on pensait avoir perdu et puis qu'en fait, on s'est rattrapé Vittor sur a la égalisé. fin. Et j'étais soufflée, quoi. J'étais comme ça. C'est pas possible. Comment c'est dit? Comme ça. Parce qu'en même temps, ça m'a tout de suite fait réfléchir et à me dire, mais c'est pas possible que ça ait duré jusqu'à la fin comme ça. Et en plus, c'était avant les Jeux, quoi. Moi, je me suis dit, c'est fou comment il faut vraiment aller jusqu'au bout du combat. Et puis, c'était vraiment un exemple pour ça, quoi. Ça m'a plu. Et en même temps, je me sentais mal pour les Italiens, quoi. Patrick Chen, vous êtes... Je vous mime, non? Ouais, mime. Non, c'était dément. Bah, c'est aussi un regard qu'on peut avoir sur le sport. Hein. On peut avoir un regard qui n'est pas complètement naïf, mais il faut aussi s'enthousiasmer. Ce qui paraît incroyable, c'est que cette équipe de France semble imbattable. Elle dure, elle va de victoire en victoire. Personne n'avait jamais gagné un championnat d'Europe, un euro, juste après un mondial. Ça s'appelle le collectif. C'est ce qui est beau dans le sport. C'est peut-être ce qui frustre un peu Roxana dans sa discipline. C'est vrai que c'est très individuel, mais ces joies collectives, à part dans les interclubs ou autres, mais ces joies collectives de footballeurs, j'avoue que c'est assez fascinant. Puis ça leur appartient complètement. Les médias n'existent plus. C'est une joie. Là, c'est des membres. C'est très communicatif. Oui, là, il est plus question de dollars. Je peux vous leur demander au moment du coup de sifflet final ce qu'ils gagnent sur ce match. Si c'est plus 200 000, moins 300 000. C'est pour ça que j'ai trouvé ça tellement beau après, une fois que le match était terminé, de les voir rester sur le terrain. Et là, tu sentais vraiment que c'est des sportifs. Là, je me suis sentie vraiment proche d'eux en tant que sportif et que c'était loin des images, des histoires qu'on peut lire, tout ça, où ils parlent d'argent, ils parlent de ça. Bien, eh bien, écoutez, cette émission se termine. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était le sommaire, vous savez, champion sous pression de cette année 2000. Alors, pour l'amour du sport, on retrouve Patrick sur sportever.fr et Roxana. Elle va commencer en web TV. On va la former, puis quand elle sera vraiment très bonne, il n'y a pas beaucoup de choses à faire pour la former. Après, elle viendra chez M6. Merci à toutes et à tous. Si des détails vous ont frappé et si vous voulez d'autres précisions sur les reportages que nous vous avons proposés ce soir, vous pouvez nous retrouver sur www.m6.fr. Le site hors stade est à votre disposition. À très bientôt, bonne fête de fin d'année. On se retrouve en début d'année prochaine. Au revoir.